Bonjour tout le monde, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Capital, un des livres majeurs de Karl Marx, qui publie en 1857 le tome 1. Le reste sera publié post-mortem par Engels. Alors Marx s'intéresse dans ce livre à l'économie politique pour analyser l'évolution des sociétés. Et le projet politique de Le Capital, c'est donner un fondement théorique à l'idéal socialiste. Un fondement théorique, c'est-à-dire justifier les critiques socialistes à l'égard de l'ordre social. Et donner un fondement théorique à l'idéal socialiste pour montrer que ce n'est pas seulement un idéal, mais la direction de la société, que la société s'achemine elle-même vers le socialisme. Et le projet plus théorique, épistémique de ce livre, c'est identifier deux types de lois. Tout d'abord, les lois spécifiques, les lois propres à la société capitaliste, et la loi générale de l'évolution des phénomènes sociaux, qui fait qu'on passe d'un type de société à une autre. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société antique esclavagiste à une société médiévale, à une société capitaliste. Et il s'intéresse surtout le passage entre la société médiévale et la société capitaliste. Comment sommes-nous passés du Moyen Âge au capitalisme, à l'industrialisation? On connaît les deux grandes révolutions industrielles. Et donc il cherche voilà, une loi économique, politique, pour montrer comment on passe de l'un à l'autre. Pour ça, il faut s'intéresser à un de ces textes qui est la prétendue accumulation initiale. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est le mécanisme de l'accumulation du capital. Pour Marx, on a une masse d'argent de départ détenue par les capitalistes qui est investie dans trois choses: les moyens de production, les matières premières et l'embauche des travailleurs. Ainsi sont réunis les facteurs de production qui permet, par des gains de productivité, de produire des biens et de la valeur économique. La valeur économique, c'est-à-dire de la création d'une valeur supplémentaire dans la production. Et la théorie de la valeur travail de Marx nous explique que les produits s'échangent à la hauteur, à la proportion de la quantité de travail socialement nécessaire. La quantité de travail nécessaire, c'est-à-dire le nombre d'heures par travailleur nécessaire et l'énergie nécessaire, parce que chaque produit a sa quantité de travail qu'on estime. Et donc un bien a une valeur économique, donc du bien final, qui est supérieure à la valeur économique des facteurs de production. Parce que dans la valeur économique du bien final est compris ce que Marx appelle la survaleur, c'est-à-dire seul le travail produit plus de valeur qu'il en coûte. Et l'exploitation capitaliste résume dans cette phrase: les capitalistes captent, ponctionnent la survaleur qui est produite par les travailleurs. Et donc, on a le mécanisme de l'accumulation du capital, avec une masse d'argent détenue par les capitalistes, qui est investie dans les facteurs de production, qui produisent de la valeur économique supplémentaire, c'est-à-dire la survaleur qui est volée aux travailleurs, qui est ensuite réinvestie en partie dans la production, qui fait qu'il y a encore davantage de survaleur ponctionnée, ce qui est réinvesti. Donc en fait, on a une boucle que je vous mets ici. Ça, c'était le premier type de loi, c'est-à-dire la loi spécifique, la loi propre à la société capitaliste. Enfin, il s'intéresse à la loi générale de l'évolution des phénomènes sociaux. Comment est-on passé d'une économie médiévale à une économie capitaliste? Comment sommes-nous passés d'entreprises familiales qui consommaient tout ce qu'elles produisaient, où il n'y avait pas de masse d'argent de départ, à les sociétés industrielles que nous connaissons? Pour ça, il faut s'intéresser aux trois conditions pré-capitalistes de la production capitaliste. Il y a deux objectifs pour Karl Marx dans cette énumération des trois conditions précapitalistes de la production capitaliste. D'abord, expliquer l'émergence de la société capitaliste à partir de la société médiévale, et, on se souvient de son projet politique, contrecarrer le discours bourgeois qui justifie la position des capitalistes par leur travail. Ces trois conditions précapitalistes sont les suivantes. La première: la production capitaliste requiert une accumulation et une dépossession initiale comme condition de l'enclenchement de la production capitaliste. La deuxième: il y a trois conditions pour que le rapport capitaliste se reproduise dans le temps. Et enfin la dernière: l'accumulation et la dépossession du capital initial sont dues à la violence. Voyons la première condition, c'est-à-dire que la production capitaliste requiert une accumulation et une dépossession initiale comme condition de l'enclenchement de la production capitaliste. En effet, les premiers capitalistes doivent se saisir par la violence des terres, c'est l'accumulation initiale. Et donc en fait, l'accumulation initiale se fait de fait en lien avec la dépossession initiale. Il y a accumulation et dépossession ensemble. Et ce qui fait que, donc par l'expropriation,
qui rend possible donc ce fait qu'une masse de travailleurs soit disponible, c'est-à-dire que les familles paysannes deviennent des ouvriers salariés parce qu'on leur vole leurs terres de paysans et ils sont obligés pour survivre de devenir des ouvriers. Donc il y a l'accumulation initiale, c'est-à-dire que les capitalistes volent les terres des paysans et donc il y a dépossession puisqu'il y a vol. Ensuite, on a les trois conditions pour que le rapport capitaliste se reproduise dans le temps. La première condition, qui explique que il n'y a pas de mobilité sociale. C'est ça que ça veut dire. Les rapports se reproduisent dans le temps, les rapports capitalistes se reproduisent dans le temps. C'est en gros la question pourquoi les travailleurs restent prolétaires. Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilité sociale? La première condition, c'est que les travailleurs ne peuvent pas épargner parce qu'ils ont un salaire de subsistance. Les capitalistes donnent à leurs ouvriers un salaire minime juste pour qu'ils survivent et des fois voire moins. Et ainsi, ils n'ont aucune capacité, les ouvriers, d'épargne en raison de ce salaire de subsistance. La deuxième raison qu'il n'y ait pas de mobilité sociale dans les rapports capitalistes, c'est que le profit des capitalistes, c'est-à-dire leur survaleur, accroît leur pouvoir économique. Et enfin, la troisième condition, l'accumulation du capital permet des gains de productivité. Ce qui fait qu'en fait, on a une concurrence déloyale des capitalistes. Et les quelques artisans indépendants qui résistaient, les petites entreprises qui étaient encore là, sont écrasés et sont au chômage et deviennent des ouvriers. Ils sont obligés, pour survivre, de vendre leur force de travail. Et donc, en fait, tout devient capitaliste. Tous les secteurs deviennent capitalistes. Et en plus de ça, c'est enrichi par la loi du Chapelier en 1791 et la loi sur les propriétés privées, où en fait on a une fin des corporations et des syndicats. Et enfin, la troisième condition, c'est l'accumulation et la dépossession du capital initial sont dues à la violence. En effet, et c'est la condition, c'est le récit historique qui délégitime le discours bourgeois. Le discours bourgeois qui justifiait le capitalisme par le mérite. Les capitalistes justifient leur position sociale par leur travail, par leur mérite. Ils ont de la vertu parce que les bourgeois épargnent. Alors que les familles paysannes consomment tout ce qu'elles ont, c'est pas bien, elles n'ont plus rien, et donc forcément on est obligé de les employer. Limite, nous bourgeois, on est gentils parce qu'on vous emploie, et donc c'est ce qui explique l'apparition des sociétés capitalistes, et pour eux, ça justifie la position des bourgeois au-dessus des travailleurs. Bref, la troisième condition, donc, c'est l'accumulation et la dépossession du capital par la violence. Et pour ça, on a trois petits points. Premier petit point, les paysans sont privés de leurs moyens de subsistance. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu par l'expropriation, les biens communs, c'est-à-dire par exemple les bois, ou tout simplement les prairies, c'est le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne, qui étaient jusque-là communs, sont à partir de la fin du XVe siècle, deviennent privés. Et ensuite, on a donc les paysans qui sont privés de leurs moyens de subsistance, et ensuite on a l'émergence d'une classe de capitalistes, tout d'abord parce que les seigneurs, en privant les biens communs, en le faisant des propriétés privées, grâce notamment donc, avec le mouvement des enclosures, c'est le développement des moutons, et donc on a le développement du commerce de la laine. Les seigneurs, grâce au commerce de la laine, deviennent des capitalistes. Et les grands commerçants maritimes, grâce aux découvertes européennes, le Nouveau Monde, etc., et grâce à la violence, le pillage, la colonisation, l'esclavage, deviennent des capitalistes. Donc on a les paysans qui sont privés de leurs moyens de subsistance, et on a l'émergence d'une classe de capitalistes. Et les deux sont liés dans la durée, parce que les paysans au chômage n'ont plus d'autres moyens de subsistance que de vendre leur force de travail, et donc se faire embaucher par cette classe capitaliste qui vient d'émerger. En plus de ça, l'État discipline les individus, on fait des lois dures sur les vagabonds, sur les brigands, pour les forcer à se faire embaucher. Donc Marx, dans Le Capital, pour résumer, montre l'émergence de l'économie marchande et capitaliste dans un processus historique.